Bonsoir, bienvenue avec la voix de Louis. Un petit changement est opéré en ce moment pour l'évolution de la chaîne. La chaîne va s'appeler la chaîne Retraite. Et par contre, les podcasts continueront à s'intituler La Voix de Louis. J'utiliserai les deux termes en fonction du travail que je fais, mais rassurez-vous, la base reste la même. Vous n'avez pas à vous réabonner si c'est déjà fait, et si ça n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Ce soir, je vais vous conter le 7e épisode du dernier Noël de Pharaon, cette histoire vraie d'un homme authentique, pour lequel, quand les podcasts seront terminés, je vous proposerai une vidéo avec les photos de cet homme extraordinaire, photos authentiques et documents authentiques à l'appui, qui me permettront de valider ce travail, car apparemment certains supposent qu'il s'agit d'une pure invention, comme on peut voir beaucoup en ce moment grâce à l'IA. Et en passant, ma voix est vraiment la mienne, et croyez-moi, c'est suffisamment difficile pour ne pas avoir envie de le sous-traiter à une intelligence artificielle comme le font beaucoup. Voilà, on y va. 7e épisode du dernier Noël de Pharaon. Depuis plusieurs jours, Pharaon s'est mis au travail avec ferveur devant sa machine à écrire dont il a retrouvé les fonctionnalités après seulement quelques minutes où les claquements avaient accéléré ses battements de cœur comme une alerte à un bombardement prochain. Cela s'estompa vite avec l'immersion temporelle rétroactive dans cette histoire qu'il voulait coucher sur le papier pour la transmettre à ses enfants et peut-être au-delà. La chronologie était celle qui, naturellement, prenait pour départ ses premiers souvenirs émotionnels de tout petit garçon sensible à la vie de famille chaleureuse dont il bénéficia. Il racontait sa mère, Déliba, qui le choyait, et sa belle-sœur, répudiée par son frère aîné, qu'il avait rempli de tristesse. Il racontait ses maîtres d'école des deux confessions, qu'il avait comblés de l'éducation qui avait fait de lui un homme rare, cultivé et social, et qui obtint vite ses grades dans l'armée jusqu'à même sa naturalisation française en 1910, après le meurtre de son père et juste avant son engagement au fameux 3e tirailleur algérien. Un mystère subsistait, malgré tout, de sa date de naissance exacte pour ne pas avoir bénéficié de l'état civil français, alors que pourtant son père était déjà un caïd important et un cadi dont les responsabilités religieuses et civiles l'étaient tout autant. Il n'avait pas le droit de rendre la justice traditionnelle, ce père, ni celle de l'administration française. Il faisait en fait office de juge des affaires matrimoniales, entre autres, des affaires civiles d'ordre commercial ou patrimonial, un peu comme un notaire. Il conservait cependant une autorité morale religieuse très importante, sans pouvoir ni vouloir user de la charia. Cette fonction altérée lui valut la vindicte d'anciens inféodés aux traditions, et des plus jeunes et des plus virulents, qui étaient sous l'influence des plus anciens. C'étaient des intégristes avant l'heure. Sa légion d'honneur, celle du père de Pharaon, la légion d'honneur donc du caïd Ben Belkacem, son père, lui avait de plus ouvert les arcanes législatives nationales qui lui promettaient bientôt un poste plus important encore dans l'organigramme politique notamment. Le jeune Pharaon avait bénéficié de ce statut social hybride, privilégié pour accéder aux meilleures universités locales des deux cultures,
dont il tira la conséquence. Ainsi, Pharaon, fidèle à son parcours, tenait par-dessus tout à arborer en 1933 son attachement à la France avec sa rosette de la Légion d'honneur de 1930 quand il fut réformé. Et cette Légion d'honneur releva celle de 1920 quand lui-même devint aussi caïd dans les douars de Bazer et Meriout près de Sétif où son père avait officié jusqu'à sa mort tragique. Aujourd'hui, lorsque Pharaon enlevait sa chéchia pour saluer, il offrait sciemment, à la vue de ses interlocuteurs, sa marque de dévouement suprême à la nation qu'il avait éduquée et lui avait offert de devenir un authentique héros. Ce signe de reconnaissance quasi maçonnique nouait dans l'instant un lien mystique avec ses semblables, fussent-ils de simples patriotes, ou comme lui des victimes vivantes, au visage arraché ou aux membres absents dont personne n'aurait osé mettre en question la gloire chevillée au corps. Il jouait tout autant de ce bref salut où il présentait sa blessure pour remercier ceux qui respectaient l'homme du Grand Sud hautain encore légèrement basané et dont l'emblématique visage de guerrier kabyle signait la détermination pour toutes les conquêtes en démarche. Sa santé altérée par ces batailles était de ses objectifs de combat à venir. Chaque matin, pour le soir, puis le lendemain encore, et toujours recommencer, sans relâche, sans état d'âme aucun, il se battait. Après le repas au bras de Jeanne, ils sortirent faire un tour au square pour happer les rayons du soleil qui lui manquaient. Ils discutaient de l'avenir des enfants, de la beauté des bâtiments parisiens, de l'allure des automobiles, de la décoration des vitrines et de toutes choses qui s'offraient à son regard toujours curieux et pas avare de sourire aux passants qui saluaient cet homme grand et élégant. « Jeanne, ma chère, lui dit-il en prenant sa main, nous irons dimanche sur les grands boulevards voir les vitrines de Noël avec les enfants. Rolande a encore les yeux qui brillent d'un enfant et je ne veux pas la priver de ses rêves. Il sera temps pour elle d'affronter la vie le moment venu. Oui, j'espère qu'elle va mûrir un peu. Elle est grande à 12 ans, c'est étrange pour une maman, tu sais. Tu es trop dure, Jeanne, avec elle. Pourtant, quand nous parlons ensemble, elle a des projets réalistes, d'un amoureux, d'une famille. Elle me parle beaucoup à moi. Pas à toi. Fais un effort pour ta fille, s'il te plaît. Guy-Louis t'oubliera à la première fille, tu verras. Tu as raison. Mais ce sont mes parents qui m'ont élevé comme ça aussi. Je vais aussi vous emmener à la garde républicaine. Ils ont un manège où je pourrais faire un peu de cheval. Cela me manque, tu sais, Et puis je veux que mes enfants me voient à cheval, comme sur la photo. Je ne suis pas certain qu'ils se souviennent de moi en Algérie. Excellente idée, mon beau cavalier, qui sentait bon le sable chaud. Tu as plus d'humour que tu veux bien en montrer, ma belle Parisienne. La vie nous a quand même fait de beaux cadeaux, non? Pas tous les jours, mais regarde cet homme dans son fauteuil... Avec son infirmière, je ne suis pas certain qu'il remercie la vie, lui. Oh, ça dépend de l'infirmière, à mon avis. Tu es en forme, Jeanne. Partage ça aussi avec tes enfants. Et tout sera pour le mieux. Tu verras. Pardon. Je vais essayer. Ça va mieux? Je vais essayer, c'est promis. Allons marcher encore, profitons du soleil de décembre. Il est rare. Ça me fait du bien aux poumons.
C'est vrai que tu tousses moins les beaux jours. Noël approchant, tous les grands magasins parisiens avaient décoré leurs vitrines pour attirer le chaland, et dans la cour de récréation de l'école de filles de Rolande, elle avait annoncé qu'elle irait bientôt les voir toutes avec ses parents et son frère. Pharaon tenu parole et organisa une journée de visite en métro, une journée de visite de tous les grands magasins. Pharaon devait se préserver de ne pas marcher trop longtemps pour ne pas déclencher de toux, et ils partirent de la station de la Bastille vers les 10 heures, et Rolande lui tenait la main ou le bras, par instinct, alors que Guy Louis côtoyait toujours sa mère, qui parfois lui prenait le bras pour s'approprier ce beau jeune homme de 15 ans qu'elle adulait comme sa plus belle réussite. À ses yeux, Rolande n'avait pas assez de caractère, avec en étalon le sien bien marqué que Pharaon devait parfois canaliser, mais malgré tout avec un tact dont il ne se départissait jamais, à l'image de son père, qu'il avait vu tenter de protéger sa belle-fille de la répudiation sans y parvenir, et en le reprochant à son fils aîné, et Pharaon s'en est souvenu toute sa vie. Pharaon le guerrier, lui, aimait ces femmes qui construisaient les belles familles, avec en démonstration d'autorité leur seule présence, à toutes heures, en piliers intemporels sans lesquels les hommes ne pouvaient livrer leur combat, même simplement quotidien. Rolande en prenait le pli à sa façon qu'elle ne lâcherait jamais. Et son père sentait en elle une solidité déjà rassurante, avec sa grande taille héritée de lui, et sa féminité de sa grand-mère d'Eliba, dont elle avait le visage des plus jolies femmes berbères aux cheveux bien noirs. Sa bouche aux lèvres bien ourlées découvrait une belle dentition avec les dents du bonheur, qu'elle n'était pas avare d'offrir pour être aussi souriante que son père. C'était peut-être en cela que Jeanne voyait déjà en elle une rivale dont parfois les mères jalouses construisent une idée confuse, inavouable. Tous les quatre, emmitouflés, allèrent de magasin en métro, Galerie Lafayette et Printemps au boulevard Haussmann, où les vitrines débordaient de démonstrations techniques, de maquettes d'avions, de bateaux, de trains en mouvement, d'automates intrigants et de scènes romantiques, de paysages exotiques, dont celles des colonies caricaturées par des décorateurs qui n'en connaissaient pas la réalité, qui n'en avaient que des images d'Épinal, qui firent bien rire la famille. Ils allèrent à la Samaritaine, au Pont-Neuf, au BHV à côté, qui offrait des défilés de mode qui fascinèrent Rolande, qui voyait dans les élégantes décoratrices actives dans les vitrines un idéal de travail qui pourrait peut-être lui plaire plus tard. En voyant Notre-Dame, Pharaon promit encore d'y aller pour la messe de minuit. À midi, ils allèrent au quai des Ormes, non loin de là, où ils se réchauffèrent autour d'une volaille et de frites que les enfants attendaient comme un premier cadeau de Noël. En sortant sur les quais, un grand armurier capta l'attention des hommes, et le militaire et le père qu'il était estima devoir rentrer dans ce magasin pour initier un peu Guy Louis à ce qu'il avait prévu de lui offrir. Au bon marché, les femmes, elles, touchèrent sans étoffe, comme autant de projets d'avenir. Pharaon en fut conforté pour le cadeau qu'il avait prévu pour Rolande et qu'il avait fait confectionner à Bourrache, tout heureux de démontrer son savoir-faire le plus abouti.
Vers 4 heures, avec le jour qui déclinait et la fatigue se faisant, Pharaon commença à tousser en tenant la main de Rolande, qu'elle serrait pour le rassurer de sa présence, prête à l'aider sans vraiment savoir comment. Il prit son flacon de sirop à base de morphine et il en prit une rasade, discrètement. Nous allons prendre un taxi pour rentrer, les enfants. Nous serons au chaud. Je suis fatigué. Rolande regarda son père et lui sauta au cou en l'embrassant sur la joue. « Je suis là, papa. Je vais te soigner à la maison. Je te ferai une tisane au thym et au miel avec ton médicament, comme tu aimes, et puis tu dormiras bien. »« Merci, ma grande. Allez vite, à la maison, au chaud. » À la station de taxi Hôtel de Ville, ils montèrent dans le vaste Renault et Guy Louis voulut monter à côté du chauffeur pour avoir l'illusion de conduire. Pharaon avait fait sienne la devise de Sandrard. « Je suis l'autre. » Et il était toujours curieux des autres, même fatigué comme ce soir. Il voulut communiquer avec le chauffeur qui avait un fort accent. « D'où venez-vous pour avoir cet accent ?»« Cosaque, monsieur, russe blanc, Rostov. Colonel Ossovetsky pour vous servir. Appelez-moi Osso, monsieur. »« Cavalier, sans doute, Osso ?»« Non, monsieur, cosaque, homme-cheval, monsieur. Osso, homme-cheval pour la guerre du tsar et vous, cavalier, monsieur ? » « J'étais sur un cheval avec mon père avant même de marcher, en Kabylie, en Algérie. »« Ah, petit cheval vif comme les nôtres. Vous êtes grand soldat, Légion d'honneur. » Pharaon leva sa chéchia. « Pour vous servir, Osso. » Le chauffeur le regarda rapidement plusieurs fois dans le rétroviseur. Il regarda son front déformé et recousu. « Je suis arrivé en 17 et chauffeur ambulance civile en 18. Conduit beaucoup de soldats au dernier voyage. » Le silence se faisant, le ronronnement du moteur berçait les passagers. Guy Louis, à côté du chauffeur, faisait semblant d'avoir un volant dans les mains. Les lumières de la ville défilaient dans la nuit tombée. Puis la voiture s'arrêta devant l'immeuble, boulevard Saint-Antoine, et Jeanne paya Osso. Le chauffeur mit une chéchia en astrakhan et descendit pour ouvrir la porte à Pharaon, qui sortit et tendit la main à Rolande, puis à Jeanne. Le chauffeur claqua les talons et baissa la tête pour saluer Pharaon droit devant lui, qui donna le change d'un coup de menton martial. « Bonne soirée, messieurs, dames. Travaillez bien, Osso. Vive la France et la Sainte-Russie. »« Merci, monsieur. Vive la liberté. Votre fils, bon chauffeur. » Pharaon et Osso rièrent ensemble et se saluèrent d'un dernier petit geste. Je vous remercie sincèrement d'écouter mes podcasts et il serait particulièrement plaisant, particulièrement constructif que vous me fassiez parvenir des commentaires pour me dire qui vous êtes et pour me faire des critiques sur ce travail ou pour discuter de la vie de Pharaon que je veux raconter à des fins beaucoup plus larges que vous découvrirez un petit peu plus tard. À bientôt.